Salut, c'est Antoine. Alors je suis à Marrakech pour quelques jours et je voulais aujourd'hui t'offrir une formation sous forme de vidéo YouTube. C'est une formation que j'ai lancée il y a 2 ans qui s'appelle Pricing Expert, qui coûtait 199 euros et dans laquelle je te partage tout ce que j'ai appris en 10 ans de création et de vente de produits sur le pricing. Comment fixer un prix, comment savoir si son prix est trop bas, est trop élevé, par quel chiffre terminer son prix, 97, 99, 100. Tu vas aussi découvrir des mécanismes psychologiques étranges et contre-intuitifs qui permettent d'augmenter ses ventes simplement en présentant son prix différemment. Tu vas voir, c'est une formation qui est passionnante et que j'ai décidé de t'offrir gratuitement dans cette vidéo. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une formation qui est facile à suivre. Tu vas voir, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de visuels, donc c'est vraiment pas prise de tête et tu vas même pas avoir besoin de prendre de notes puisque je t'ai mis la mind map complète qui récapitule tout ce que je dis dans cette formation en téléchargement. Il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous, de t'inscrire gratuitement à la formation. Tu auras accès à tous les documents et à la mind map que tu pourras télécharger, imprimer et à laquelle tu pourras te référer quand tu travailleras sur ta stratégie de pricing. Que tu sois freelance, coach, créateur de contenu, formateur, à partir du moment où tu as des produits et des services à vendre, ce que tu vas apprendre dans cette formation peut t'aider à augmenter tes ventes. Donc ça vaut le coup de te poser et de le regarder. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et trêve de bavardage, je te laisse tout de suite regarder ça et nous on se retrouve tout de suite dans la formation. Bienvenue en Pricing Expert, c'est Antoine BM. Dans cette nouvelle formation, je vais t'apprendre à fixer le prix de tes produits, à utiliser des stratégies de pricing qui vont te permettre de vendre au prix où tu as envie de vendre, d'afficher et d'annoncer un prix de manière à maximiser tes ventes et savoir à quel moment augmenter ces prix. Les techniques que je vais te donner vont être tirées de ma propre expérience ou du travail de gens qui ont consacré leur vie à l'étude du marketing et des stratégies de persuasion autour du pricing. Tu vas voir, c'est super intéressant et on va commencer tout de suite avec la question: comment est-ce que je fixe le prix de mes produits? Alors d'abord, c'est plus difficile pour nous que pour les autres et c'est pour ça que c'est une question que je reçois très souvent. Quelqu'un qui vend, j'en sais rien, quelqu'un qui vend du PQ, il va pas se poser la question pendant 10 ans pour savoir le prix qu'il va fixer. Il va simplement regarder son coût de fabrication, il va choisir une marge, j'en sais rien, 5, 10%, 20%, et en fonction de la marge, il va fixer le prix du produit. Pour nous, c'est plus difficile parce que beaucoup d'entre nous, c'est peut-être pas ton cas, mais ça l'est probablement si tu me suis, on vend des produits qui ont une valeur intrinsèque nulle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, ça veut dire que pour nous, il n'y a pas de coût de fabrication de ces produits-là. Quand tu vends une formation numérique, tu l'as créée une fois, évidemment, ça a un coût, ça te demande du temps, ça te demande peut-être un petit peu de matériel, ça n'a pas un coût très élevé, mais surtout, ce produit-là, une fois qu'il est fait, tu peux le multiplier sans surcoût, tu peux le démultiplier, tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin de fournisseurs, tu n'as pas de gestion particulière, tu peux tout automatiser, et donc le coût de fabrication de ce produit-là par client est nul, et donc tu peux avoir 10 clients, 100 clients ou 1000 clients, c'est quasiment les mêmes coûts fixes, concrètement, il n'y a pas de coût variable. Et donc ça rend la tâche de fixation du prix plus difficile puisque on peut pas vraiment fonctionner comme ça. On peut pas me dire ça me coûte, je sais pas, 1000 euros de créer une formation, je veux faire 20% de marge, je vais le vendre, j'en sais rien, 1200 euros et puis hop, je vais vendre ça à des gens 1200 euros. Non, ça fonctionne pas comme ça parce que ça va pas nous coûter 1000 euros à chaque fois qu'on va devoir dupliquer la formation. Le coaching, c'est pareil. Le coaching, c'est la valeur de ton temps. Et c'est difficile aussi de mesurer la valeur de son temps. Est-ce que quand tu passes du temps détendu avec des amis, ou quand tu passes du temps à jouer à un jeu vidéo ou à lire un bouquin, est-ce que ce temps a la même valeur que quand tu passes du temps à créer du contenu, par exemple ? Si on commence à calculer la valeur de nos temps et à dire, par exemple, 1 heure de mon temps, ça vaut 200 euros, finalement, ça devient difficile de vivre parce qu'on a toujours l'impression de perdre de l'argent. Donc, c'est une question qui est difficile aussi. Et puis, parfois, on se dit simplement, mais finalement, est-ce que je peux me permettre de vendre un coaching aussi cher? Est-ce que mon temps a vraiment cette valeur-là? Il y a aussi un problème de confiance en soi, de confiance en son produit. Et donc, nos prix ne correspondent pas à nos coûts. On a donc l'impression de fixer un prix arbitrairement. On a l'impression, quand on voit une formation, un coaching, un peu de prendre un jeu de fléchettes et puis tirer une fléchette et tomber sur un prix et dire bon allez, je démarre avec ce prix-là, je sais pas trop où je vais. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on débute. On a peur souvent de deux choses. La première chose, c'est de vendre trop cher. Parce que quand on vend trop cher, qu'est-ce qui se passe? On choque les gens, on attire des critiques. Et quand on a passé du temps à construire une audience, à construire une relation de confiance avec cette audience, quand il y a des gens qui nous apprécient, qui nous suivent, qui ont envie de, peut-être d'acheter nos produits et qui découvrent que nos produits sont complètement inaccessibles pour eux, ça peut créer des réactions assez vives. Les gens peuvent perdre confiance en nous, les gens peuvent nous critiquer, les gens peuvent dire comment oses-tu vendre à ce prix-là, c'est pas ce prix-là.
que ton temps vaut, c'est pas ce prix-là que cette formation vaut. Et donc ça peut, évidemment, ça peut être stressant de vendre un produit en disant les gens risquent de le trouver trop cher et donc de me critiquer. Et puis on peut aussi avoir peur de ne vendre pas assez cher, de pas oser finalement mettre le prix juste de sa prestation et donc de dévaluer notre travail. Parce que oui, une grosse partie de la qualité perçue du produit est liée à son prix. Quand un produit coûte cher, on imagine que c'est un produit de meilleure qualité, et inversement, quand un produit n'est pas cher, on imagine que c'est un produit de moins bonne qualité. Et dans le monde du coaching ou de la formation, c'est particulièrement vrai. C'est vrai que quand on a un coaching très cher, on s'imagine que c'est un coaching de très haute qualité, on va en avoir pour notre argent, on va avoir un haut retour sur investissement, et donc le prix de ton produit fait aussi partie de la stratégie marketing. Ça répond aussi à la question: quelle image j'ai envie que les gens aient de mon produit? Est-ce que j'ai envie de créer un produit premium qui est vu comme un produit de haute valeur, ou est-ce que j'ai envie de créer un produit davantage démocratisable, un produit qui peut être consommé par tout le monde? Alors, la réponse déjà à cette question, c'est il n'y a pas de bon pricing. Il n'y a pas un bon pricing qui s'applique à tout le monde. Je ne fais pas partie de ces gourous dogmatiques qui vont te dire la seule manière de gagner de l'argent sur Internet, c'est de faire du high ticket, par exemple. C'est faux, c'est absolument pas ce que je fais. Et t'inquiète pas, ça marche très bien pour moi. J'ai une entreprise qui tourne très bien avec des produits à moins de 100 euros. La raison, c'est que quand tu fais du high ticket et que tu as une micro-audience, en effet, ça te permet de gagner un revenu qui est conséquent, même si tu as une micro-audience. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le high ticket, ce n'est pas scalable. C'est des produits qui vont te demander beaucoup d'investissement, qui vont te demander beaucoup de temps. Les gens vont jamais payer 10 000 euros pour une formation où ils vont pas voir ta tête. Ils vont avoir envie que tu sois là, ils vont avoir envie que tu répondes à tes questions, ils vont avoir envie d'avoir ton temps pour ce prix-là. Et donc quand tu fais du high ticket, c'est très bien pour monétiser une micro-audience, mais dès que tu as envie de scaler, dès que tu as envie de créer quelque chose de plus démocratisable, de te lancer sur un marché qui est plus grand, tu vas avoir besoin de créer des petits produits. Oui, Tony Robbins vend un coaching individuel à 1 million de dollars, mais Tony Robbins vend aussi des bouquins à 10 dollars à des millions de personnes. Et le plus gros de ses revenus, ils viennent pas de ces 3 clients qui prennent le coaching individuel. Le plus gros de ses revenus viennent peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers, voire des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui achètent ces bouquins ou ces produits d'information grand public. Donc la question, c'est aussi de savoir ça. C'est que moi, ça m'arrive de faire 10 000, 20 000, parfois 30 ou 40 000 euros en lançant un produit à moins de 100 euros parce que ce produit est suivi par des milliers de personnes. Et le fait que ce produit est suivi par des milliers de personnes, ça m'apporte aussi quelque chose que ne pourrait pas m'apporter un produit qui est vendu à 5 ou 6 personnes parce que ces milliers de personnes vont évidemment avoir un effet d'impact, vont me permettre d'avoir davantage d'influence et de toucher encore plus de monde. Il n'y a pas de bon et de mauvais prix, tous les créateurs de contenu ne devraient pas être tous affichés au même prix, il y a le prix que tu as décidé. Donc la solution pour choisir le bon pricing, c'est d'estimer ce qu'on appelle la valeur perçue de notre produit. Alors c'est quoi la valeur perçue? C'est un concept indispensable à comprendre si tu veux choisir le bon pricing. Il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que le prix, et ça d'ailleurs j'ai beaucoup de collègues qui propagent cette idée reçue, qui est de penser que le prix doit refléter le bénéfice que le produit apporte au client. Souvent on va te dire oui mais on s'en fout du prix, l'important c'est la valeur que tu apportes au client, si tu crées un produit qui peut changer la vie des gens, alors ce produit doit être très cher. C'est des conneries, c'est une vision qui est centrée sur le vendeur et pas sur le client. Parce que le client il fonctionne pas comme ça. La preuve, c'est que tu as des tas de livres qui peuvent changer des vies. Moi, j'ai des livres qui ont changé des vies, qui ont changé ma vie. Par exemple, prenons La Semaine de 4 heures. C'est un livre qui m'a vraiment aidé à comprendre la puissance que pouvait avoir un business en ligne, qui m'a aidé à me lancer. Ce livre, je l'ai payé quoi? J'ai payé 15 euros, 20 euros. Un livre peut changer des vies, mais personne n'est prêt à payer plus de 20 euros pour l'acheter. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'en foutent du bénéfice. C'est pas là-dessus qu'ils basent leur décision d'achat. Ils basent leur décision d'achat par référence. Ils se disent, un livre, ça coûte 20 euros, donc je vais pas payer plus de 20 euros pour un livre. Je vais pas payer 1000 euros pour un livre, même si c'est un livre qui, soi-disant, a le pouvoir de changer ma vie. C'est extrêmement rare. Tu trouveras très très difficilement des livres au-delà de 50 ou de 100 euros. Un deuxième exemple, c'est un forfait Internet. Prenons un forfait Internet. Un forfait Internet, ça apporte des bénéfices considérables dans une vie. Entre quelqu'un qui a Internet et quelqu'un qui n'a pas Internet, la personne qui a Internet peut faire infiniment plus de choses. Elle peut avoir accès à infiniment plus de produits, de services, de luxe, de possibilités, d'opportunités, et pourtant les prix n'ont fait que baisser. Internet n'a jamais eu autant de valeur dans la vie des gens, et pourtant les prix n'ont fait que baisser, parce qu'il y a la concurrence.
Et parce que tu as beau proposer un produit qui peut changer la vie des gens et qui va changer la vie des gens, si tu as un voisin qui propose exactement le même produit 2 fois moins cher, les gens vont aller chez le voisin. Donc en fait, cette erreur, cette idée reçue, on trouve ses limites très rapidement. Ça, c'est 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, il ne faut pas se baser là-dessus. Si tu vends un produit qui peut changer la vie des gens, mais que le voisin vend exactement le même produit 2 fois moins cher, personne va acheter ton produit, même s'il peut quand même changer la vie des gens. Parce que c'est pas là-dessus que se basent les gens. Les gens se basent sur des références. Combien devrait coûter ce type de produit? Le produit doit donc correspondre non pas aux bénéfices que le produit apporte au client, mais il doit correspondre à la valeur perçue du client. C'est-à-dire ce que les gens pensent que ça va coûter. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, on peut l'influencer. Et c'est là-dessus que je vais t'aider dans cette formation. Je vais pas t'aider à créer un produit qui a tellement de valeur que les gens vont être prêts à vendre leur maison pour l'acheter, parce que ça fonctionne pas comme ça le marché. Je vais t'aider à faire en sorte que les gens pensent que ton produit doit coûter le prix qu'il coûte. Si possible, plus cher que ce pourquoi ils sont prêts à payer aujourd'hui pour tes produits. Alors d'où elle vient cette valeur perçue? Elle vient de 3 choses. La première chose, c'est la comparaison aux produits similaires. Par exemple, une baguette de pain, un livre, un magazine, ça a un prix. Tu vas pas vendre un magazine 200 € dans un marchand de journaux, personne va l'acheter, même s'il est excellent, simplement parce que ce n'est pas le prix d'un magazine. Tu vas pas vendre une baguette de pain 30 €, même si c'est la meilleure farine, le meilleur levain qu'il a été fait avec amour par le meilleur boulanger de France. Tu vas pas la vendre 30 € parce que ce n'est pas le prix d'une baguette de pain. Il y a une fourchette évidemment de prix. Une baguette peut coûter entre 1 € et peut-être au maximum 3 ou 4 € pour vraiment des baguettes d'exception, mais on reste dans cette fourchette de prix. C'est pareil pour les livres. Tu peux trouver des livres à 2 €, tu peux trouver des livres jusqu'à peut-être 30 €, mais tu trouveras pas des livres à 5 000 €. Donc il faut rester dans cette fourchette de prix. Dans cette fourchette de prix, tu peux choisir d'être premium ou d'être grand public, mais les gens vont comparer ton produit aux produits similaires. C'est la première chose que font les gens pour déterminer la valeur de ton produit. La deuxième chose qui influe la valeur perçue, c'est l'estimation du coût de fabrication. Par exemple, quand tu achètes une voiture, tu sais que cette voiture, elle a un coût. Elle a un coût à produire. Il faut trouver les matériaux, il faut trouver les usines, il faut de la main-d'œuvre. Tout ça, ça a un coût. Et donc, tu comprends que la marque de voiture va vendre la voiture à un certain prix. Elle ne peut pas vendre la voiture 10 € parce qu'elle ne va pas rentrer dans ses frais. Donc, ça va justifier un certain prix. Un plombier, s'il vient, tu comprends qu'il doit se déplacer, que son temps a de la valeur, parce qu'il doit dire non peut-être à d'autres clients pour venir, qu'il doit avoir des outils qui coûtent cher, qu'il a acquis une expérience qui a de la valeur aussi. Et donc tout ça, ça a un coût qui permet aussi de justifier la transaction. Quand tu achètes un téléphone, c'est la même chose, il y a des composants dedans qui ont une certaine valeur, il y a des métaux précieux, il y a des coûts d'extraction, etc. Et tout ça, ça justifie aussi un prix minimum de téléphone, et c'est pour ça qu'on ne va pas trouver de téléphone à 5 €, à part des téléphones subventionnés, parce que c'est juste impossible de créer et de vendre un téléphone 5 € sans perdre de l'argent. Nous, encore une fois, c'est différent dans notre cas. On va pouvoir influencer là-dessus, mais dans notre cas, c'est différent puisque forcément, une formation en ligne, le coût de fabrication, il est faible. Et puis enfin, il y a la rareté. Alors, la rareté, c'est le troisième pilier de la valeur perçue. C'est les choses où les gens comprennent que ce produit est rare, donc est très demandé. Et donc, comme il est rare et très demandé, forcément, le prix augmente. Par exemple, un coaching en tête-à-tête avec Tony Robbins, qui est le coach en développement personnel le plus connu et le plus cher au monde, les gens comprennent bien que c'est pas gratuit, parce que c'est rare, parce que son temps est limité, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité, et donc ils vont être prêts à payer plus cher, pas parce que c'est le prix normal d'un coaching, 1 million c'est pas un prix normal pour un coaching, mais parce que c'est le prix normal pour une star, pour passer du temps avec une star qui va pouvoir nous aider à changer de vie. Encore une fois, le prix n'est pas basé sur la valeur que cette personne peut nous apporter, mais il est basé, en tout cas la valeur perçue, elle est basée sur le prix logique que devrait avoir cette prestation par rapport au marché. La dernière Rolls-Royce a des diamants incrustés dans le je sais pas comment ça s'appelle, dans le ciel de toit ou j'en sais rien. Bon voilà, ça sert à quoi de faire ça pour Rolls-Royce? Ça sert à dire, nous nos produits, ils valent un certain prix, on vend une voiture 500 000 €, pour que ça vale ce prix-là, on va rajouter des choses qui sont chères.
on va rajouter des choses qui ont de la valeur, qui sont rares pour justifier ce prix-là. Donc la question que Rolls-Royce qu'ils font, c'est ils partent pas du diamant pour ensuite fixer le prix. Ils se disent pas je veux qu'on mette des diamants dans notre voiture, donc ah bah merde ça fait monter la facture. Ils se disent je veux vendre une voiture qui coûte très très cher et donc il faut que je trouve des choses à mettre dedans qui vont justifier ce prix-là. Et les diamants dans le toit, bah, c'est quelque chose de parfaitement inutile, mais qui vont justifier le fait que les gens vont acheter une Rolls. Ils vont pas l'acheter pour ses performances, ils vont l'acheter pour le principe d'avoir une Rolls, pour le prestige que ça envoie. Donc on est clairement sur la rareté. Quand on achète un cheval de course, c'est pas le prix normal d'un cheval, c'est pas le prix de la valeur du cheval, c'est le prix qui est lié à la rareté de ce cheval, et donc évidemment en fonction des performances de ce cheval, ça va coûter plus ou moins cher. C'est pareil avec un joueur de foot. Quand un club achète un joueur de foot, il n'achète pas simplement un joueur, il achète la rareté qui est liée à la réputation et au talent de ce joueur, ce qui va faire que les sponsors vont être prêts à payer plus cher. Donc c'est là d'où vient la valeur perçue. Les gens, pour se dire ce prix est trop cher ou ce prix est dans la norme, ils vont d'abord comparer aux produits similaires, puis ils vont estimer le coût de fabrication et enfin ils vont identifier la rareté du produit. Donc ça c'est vraiment important à comprendre parce que beaucoup de gens font propager ce faux message qui est tout est une question de bénéfice. Non, tout n'est pas une question de bénéfice, on l'a vu via les contre-exemples, tout est une question de valeur perçue et si on veut influencer, si on veut modifier le prix de nos produits et convaincre nos clients de payer plus cher, c'est pas sur le bénéfice qu'il va falloir jouer, mais c'est réellement sur cette valeur perçue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut influencer cette valeur perçue. Comment? La première chose, ça va être la comparaison. Les gens vont donc comparer notre produit aux produits similaires. Et donc nous, évidemment, ce qu'on va essayer de faire si on vend nos produits plus chers, c'est qu'on va provoquer des comparaisons avantageuses, des comparaisons avec des produits plus chers. Par exemple, en rendant notre produit comparable à des produits chers. Quand Apple a lancé une Apple Watch à 17 000 €, l'Apple Watch Edition dans sa première version, ils n'ont pas présenté ça comme un simple gadget technologique. Ils n'ont pas présenté ça comme une simple smartwatch. Ils ont présenté ça comme un objet de luxe. Ils l'ont donc comparé non plus à de la tech grand public, ce que font Apple traditionnellement, mais ils l'ont comparé à des montres de luxe. Et si on compare ça à des montres de luxe, à une Rolex par exemple, une montre totalement en or véritable, on se dit bah finalement 17 000 €, c'est le prix normal. Alors, je te cache pas qu'ils ont eu un peu de mal à faire passer la pilule. Beaucoup de gens se sont choqués de ce prix-là parce que justement, les gens l'ont instinctivement comparé à un produit tech puisque c'est Apple et Apple est une boîte tech grand public qui fait certes du premium mais qui fait pas du luxe. Il y a une vraie différence à comprendre entre le premium et le luxe. Le premium, c'est 2 fois plus cher. Le luxe, c'est 10, 20 fois, 100 fois plus cher. Donc Apple fait des iPhones qui sont peut-être 2 fois plus chers que le smartphone moyen, c'est du premium, ça reste du grand public. C'est le haut du panier du grand public, c'est comme le livre à 30 €. C'est du premium, mais ça reste du grand public. Il n'est pas dans le domaine du luxe. Dans le domaine du luxe, on va chercher la rareté. À ce moment-là, l'Apple Watch Edition utilisait des matériaux rares, donc on était dans ce domaine du luxe. Le but, évidemment, c'était pas de séduire la personne qui voulait simplement une montre connectée, mais séduire le collectionneur ou la personne qui voulait une montre de prestige tout en ayant un produit Apple accroché à son poignet. Une autre façon de rendre le produit comparable à des produits chers, ça va être de cibler les professionnels. Il faut savoir que les professionnels payent toujours plus cher que les persos. D'ailleurs, c'est un truc un peu absurde, mais si tu prends un forfait internet chez Orange par exemple, moi j'en ai fait les frais il y a quelques années, je m'en suis rendu compte. Si tu dis que tu viens et que tu achètes pour ta société plutôt que venir et acheter pour son compte perso, ils vont te proposer exactement le même service 2 fois plus cher. Exactement le même service parce qu'ils savent que les professionnels vont être prêts à payer plus cher pour le service parce que c'est des budgets qui sont différents. Donc si tu vends et que tu veux vendre plus cher, le fait de cibler des professionnels, ça va peut-être te fermer une partie du marché, mais ça va t'ouvrir des prix qui vont être plus gros et donc plus avantageux pour toi. Une autre façon de provoquer des comparaisons avantageuses, c'est de rendre le produit complètement impossible à comparer. Alors, il y a 2 façons de faire ça. La première façon, c'est de créer une nouvelle catégorie. Un très bon exemple, alors autant sur l'Apple Watch Gold, on peut dire qu'Apple s'est un peu planté parce qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup et parce que ça a beaucoup fait parler, autant sur le premier iPad, ça a été un vrai succès. Le premier iPad a été un vrai succès commercial pour Apple. La raison est simple, c'est qu'il y avait pas mal de rumeurs autour de l'iPad et que comme c'était une nouvelle catégorie de produits, les tablettes n'existaient pas vraiment à ce moment-là, les gens ont commencé à spéculer sur le prix. Et à quoi est-ce qu'ils l'ont comparé? Ils l'ont pas comparé à l'iPhone, qui coûtait à l'époque autour de 500 $, mais ils l'ont comparé à un Mac.
Parce qu'ils se sont dit, bah voilà, ça va être davantage un grand écran, ça va davantage ressembler à un Mac. Et donc les Macs, c'était plus autour de 1000 à 2000 $. Et donc la plupart des pronostics autour de l'iPad jugeaient la tablette comme étant une tablette, bah voilà, autour de 1000, 1500 $. Et quand Apple a présenté l'iPad à 500 $, bah forcément ça a créé la surprise et les gens se sont dit, ah c'est tout. Et Apple a créé une nouvelle catégorie de produits. Ils ont donc le champ libre pour fixer le prix qu'ils veulent fixer. Une autre façon de rendre le produit impossible à comparer, c'est de casser le format. Alors c'est par exemple ce qu'on peut faire avec les formations. C'est pour ça que moi je déconseille par exemple de créer une formation sous un seul format, par exemple juste créer un PDF, parce que ça va être très difficile de vendre un PDF 300 € par exemple, puisque 300 €, ben voilà, c'est le prix, c'est pas le prix d'un livre. On l'a dit. Et un PDF, ça va être comparé avec un livre. Le fait de multiplier les formats dans une formation, par exemple de faire une formation, alors moi je vais pas forcément te conseiller de faire des mock-ups comme ça parce que ça fait très 2010, mais c'est pas très élégant quoi. Mais une formation vidéo, ça peut être tout un tas de formats différents. Ça peut être un format audio, ça peut être un format vidéo, il peut y avoir du texte, il peut y avoir des checklists avec, il peut y avoir du coaching qui est inclus, il peut y avoir, j'en sais rien, enfin il peut y avoir des bouts de logiciel, des bouts de code, des images qui vont être ajoutées. Et donc en fait le fait de multiplier les formats sur une formation et de pas simplement faire un simple PDF, bah, ça va te permettre aussi de casser les comparaisons possibles. Les gens ne pourront pas comparer ta formation à un livre, ils pourront pas la comparer, je sais pas, à un CD, à un audio, à un podcast, ils pourront même pas la comparer à une vidéo puisqu'il y a des choses en plus. Et donc tu vas pouvoir en cassant ce format, tu vas pouvoir proposer le prix que tu veux. Et un avantage qu'on a dans le monde de la formation, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de prix standard. Et donc, on trouve des formations autour de 20 €, on trouve des formations à 200 €, on trouve des formations à 2000 €. Ce qui va davantage justifier un coût élevé, il va quand même y avoir un paramètre, ça va être la longueur de la formation. Si tu fais une formation vidéo, par exemple, ou une formation audio, bah, les gens vont te demander d'ajouter, voilà, ils vont pas payer 2000 € pour une formation d'1 heure, ça c'est sûr. Ça veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux, il y a quand même des critères, mais le fait de multiplier les formats, c'est quand même une protection contre le fait de comparer ton produit. Donc ça, c'est la première chose pour influencer la valeur perçue, c'est de provoquer des comparaisons avantageuses. La deuxième chose pour influencer la valeur perçue, c'est de créer de la rareté. Alors comment on fait? Si tu es ton produit, par exemple tu fais du coaching, ton produit c'est toi, c'est ton temps, ta rareté, c'est simple, ta rareté est proportionnelle à ta notoriété. Donc c'est vraiment un truc à comprendre, c'est que si tu veux que les gens payent cher pour tes coachings, il faut que tu sois connu. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que même si tu ne vends pas de formation et même si tu ne fais que du coaching, le fait de développer ton audience, c'est indispensable parce que ça va être un critère qui va te permettre d'augmenter tes prix. C'est pour ça que certaines personnes font de la télé et vendent à côté des prestations personnalisées. La télé leur donne une autorité et leur permet de monter leur prix. Si tu veux te faire coacher, j'en sais rien, par un type comme Stéphane Plaza, qui n'est pas forcément le meilleur agent immobilier du monde, bah ça va probablement te coûter plus cher parce qu'il passe à la télé, donc il a la notoriété, ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément meilleur, mais ce qui veut dire qu'il est plus rare, parce que cette notoriété fait forcément qu'il est davantage sollicité, lui attire davantage d'opportunités, et donc ça provoque de la rareté. Si tu veux te faire coacher par Thibaut InShape, si tu veux te faire accompagner par Tony Robbins, tout ça, ça va coûter cher parce que c'est des gens qui sont connus et donc qui sont rares. C'est pour ça que construire son audience et même construire l'audience la plus large possible, ça va toujours être utile, même si tu ne vends pas des produits directement à cette audience, c'est ce qui va te permettre de construire ta rareté. La deuxième manière de construire de la rareté, c'est limiter les places. Par exemple, si on va sur un des sites de Tony Robbins, justement pour revenir à Tony Robbins, il va proposer des conférences et évidemment ces conférences vont être limitées. Ce qui est intéressant, c'est que pendant le Covid, Tony Robbins s'est mis à faire des conférences 100% online, mais il a continué à limiter les places parce que c'est en limitant les places qu'il arrivait aussi à les vendre. Donc tu vois, on a des prix qui sont quand même au-delà de 1000 $ et on a cette fameuse barre qui est très astucieuse et qui vient montrer à quel point, enfin voilà, le nombre de places restantes par rapport à ce qui a été vendu. On a plusieurs choses intéressantes dans ce tableau des prix. On a d'abord des indications. Le plus populaire, la meilleure valeur, le plus intéressant financièrement et le moins cher. Donc à chaque fois, il donne un indice pour aider les gens à faire leur choix. On voit que le plus cher est quasiment totalement, le plus populaire, pardon, est quasiment totalement vendu. Ça va être celui-là que les gens vont choisir en priorité. Et c'est aussi celui-là le plus cher, tu remarqueras. Donc là, la stratégie, ça va être d'aiguiller les gens
vers cette formule-là. D'abord par cette barre qui fait peur parce qu'on voit qu'on est bientôt arrivé à la fin. Ensuite par cette indication qui dit que c'est la place la plus populaire, c'est celle que choisissent la majorité des gens, preuve sociale. Et ensuite j'imagine, j'ai pas vu, mais j'imagine par les features qui sont à l'intérieur, mais tu vois qu'ils sont présentés seulement après. C'est davantage ces indications qui vont pousser les gens à choisir une formule plutôt qu'une autre, davantage que ce qu'ils vont obtenir dans chacune des formules. Ensuite, on a les NFT. Alors, les NFT sont un très bon exemple de prix qui peut exploser grâce au principe de rareté. On voit par exemple ici des exemples de CryptoPunk. Alors, des CryptoPunk, c'est des NFT qui valent une fortune. Pour te donner une indication, celui-là, par exemple, qui a l'air d'être le plus cher, coûte 4200 Ethereum et un Ethereum coûte 2000 euros. Donc je te laisse faire le calcul, je suis pas très matheux, mais en gros, on est à un produit à plusieurs millions d'euros. Donc qu'est-ce que tu as pour plusieurs millions d'euros? Tu as simplement un certificat d'authenticité numérique inviolable de cette image. Donc voilà, c'est officiellement dans la blockchain, tu es le possesseur de cette image. Et les gens payent plusieurs millions d'euros pour ça parce qu'il y a une hype qui a été créée autour de ces NFT et comme ils sont chacun uniques, bah, ça crée forcément de la rareté. Donc si tu t'intéresses au monde des NFT, sache que les prix délirants sont justifiés par ça, par deux choses, la rareté et une rareté qui est proportionnelle à la notoriété et à la hype qui tourne autour de ce projet. Donc ça, c'est la deuxième façon d'influencer la valeur perçue et de pouvoir l'augmenter, créer de la rareté. La troisième manière d'influencer et d'augmenter la valeur perçue de tes produits, c'est de gonfler l'estimation du coût de fabrication. Ça, c'est intéressant aussi, puisque si les gens se disent « Ok, ce produit, il a coûté très cher à fabriquer », alors ils vont juger normal de payer plus cher pour l'avoir. Alors, comment on va faire? La première chose, c'est de mettre plus de coûts. Par exemple, si tu fais un coaching, donc on va essayer de l'appliquer à nos styles de business où c'est difficile justement d'avoir un coût de fabrication, coaching, formation, etc. Si tu fais un coaching et que tu veux le vendre cher, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'inviter à faire ce coaching en direct avec toi, au lieu de faire un simple coaching Zoom qui fait un peu bas de gamme, de proposer à la personne de se retrouver dans un super resto, moi c'est ce que j'avais fait à une époque, proposer à la personne de se retrouver dans un super resto étoilé et de passer une soirée à discuter avec elle. Déjà, tu vas bien manger. Ensuite, tu vas pouvoir faire payer beaucoup plus cher et tu vas même pouvoir, si tu veux, marger dessus. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire payer le coût du resto. L'objectif, c'est de faire payer beaucoup plus cher. Et parmi ce beaucoup plus cher, bah, il y a une partie, il y a peut-être 10-20% qui va justifier le prix du resto. Mais tu vois, le fait de, quand tu vends une prestation chère, fais en sorte qu'il y ait du luxe dans cette prestation. Même si c'est pas ce que la personne a acheté. Si tu emmènes les gens en voyage et qu'ils ont payé très cher pour ça, même si c'est pour du coaching, les fais pas dormir dans un F1, fais-les dormir dans un bel endroit, fais en sorte qu'ils aient des bons cuisiniers, fais en sorte que tout soit luxueux autour d'eux, comme ça ils auront le sentiment d'avoir eu un coût de fabrication qui va être plus élevé et qui va justifier aussi le coût de ce qu'ils ont payé. Ensuite, il y a le fait de passer plus de temps. Par exemple, si tu vends une formation très chère, si tu vends une formation 5 000 ou 10 000 euros, ce qui est cher pour une formation, les gens vont s'attendre à ce que tu proposes au moins à ce que tu répondes à leurs questions, à ce que tu proposes du coaching, peut-être des heures de coaching, en plus de la formation en direct avec toi. Que tu mettes du temps sur la table. Parce que ce temps-là, on en a parlé, mais le temps, c'est de la rareté. Et donc, cette rareté, elle a de la valeur. Ça a un coût de fabrication qui est plus important. Ça peut aussi se faire en mettant plus de main-d'œuvre. Par exemple, si j'aimerais proposer bientôt à mon audience un voyage dans le désert avec du coaching et plein de choses, un truc que j'ai vécu il y a peu de temps et qui était super intéressant, l'idée aussi, ça va être de proposer un voyage où les gens n'ont rien à faire, où il y a des gens qui sont aux petits coins, où il y a des gens qui débarrassent la table, où il y a des super cuisiniers, où il y a des chamulets qui portent tes bagages. Comme ça, les gens peuvent se concentrer aussi sur les conversations, sur le coaching. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est en proposant plus de main-d'œuvre, la main-d'œuvre a un coût de fabrication, a une valeur perçue qui est déjà importante, surtout dans des pays comme la France où la main-d'œuvre coûte cher. Ensuite, il y a le fait d'avoir plus de contraintes aussi. Par exemple, si tu proposes un produit bio, il n'y a pas besoin d'expliquer. Les gens savent qu'ils payent plus cher pour des produits bio parce que ça demande à l'agriculteur davantage de contraintes. Et ces contraintes ont un coût. On ne peut pas produire à la même échelle du bio que de la nourriture industrielle. Et donc, forcément, ce coût-là est répercuté dans le prix de vente et ça, les consommateurs le comprennent. Donc, je te laisse réfléchir à ça, à te dire déjà, dans mon produit ou dans mon offre ou dans mes services, quelle est la valeur perçue des clients, donc qui est basée encore une fois sur ces trois choses, comparaison, estimation et rareté. Et par rapport à ça, comment est-ce que je pourrais l'influencer? Comment est-ce que je pourrais augmenter la valeur perçue de mes produits en provoquant des comparaisons avantageuses, en manufacturant de la rareté
notamment via la notoriété qu'on peut développer autour de son nom ou en limitant les places, et comment est-ce que je peux gonfler l'estimation du coût de fabrication en ajoutant des coûts dans mon produit, un peu comme la Rolls-Royce qui va ajouter des diamants sur le ciel de toit, simplement pour justifier que la voiture coûte 500 000 $. Évidemment, elle va faire une marge à chaque fois sur ses coûts. L'objectif, c'est d'avoir des coûts qui sont bien sûr inférieurs à ton prix de vente, mais le fait d'avoir ces coûts vont être symboliques, ils vont montrer à la personne que voilà, tu t'es pas foutu de sa gueule. Ensuite, comment fixer un prix? Alors, ça va être beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Il n'y a pas besoin, si tu veux, de creuser, de chercher pendant des années. Un prix ne se décrète pas, un prix il se trouve. Et comment on trouve un prix? Simplement en commençant par s'aligner sur le marché. Si tu débutes dans ta thématique et que tu sais pas quel prix choisir, commence par t'aligner sur le marché. Combien vendent tes concurrents? Vends au même prix. Pourquoi? Parce que personne ne peut savoir quel va être le prix idéal dès le départ. Tu ne peux pas aujourd'hui, tu n'as pas moyen de savoir quel est le meilleur prix. Tu peux savoir ce que tu veux proposer. Par exemple, tu peux dire, moi je ne propose que des produits premium. Évidemment, ça va nécessiter d'influencer la valeur perçue, mais si tu te dis, je démarre avec que des produits premium, dans ce cas-là, tu prends le produit du marché et tu le multiplies par 2. Et ça te fait un premium. Tu peux aussi dire en disant, moi j'ai envie de créer des produits démocratisables, des produits que je peux vendre à l'échelle, des produits d'appel. Dans ce cas-là, tu prends la valeur du marché, tu divises par 2. Et tu peux dire, moi j'ai envie de découvrir mon prix, de voir jusqu'à combien est-ce que je peux aller. Et dans ce cas, tu commences par t'aligner sur le marché. Évidemment, tu vas appliquer des techniques d'affichage et d'annonce du prix qu'on va voir plus loin dans cette formation pour maximiser tes ventes par rapport à ce prix-là. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tous les 6 mois, tu vas tenter de modifier ton pricing. Quand on modifie le pricing, on tente d'augmenter le prix avant tout. À moins qu'on ait démarré dès le départ avec un prix beaucoup trop cher et qu'on n'arrive pas à vendre à ce prix-là, le but, ça va être d'augmenter le prix pour voir si tu peux vendre plus cher en utilisant évidemment à chaque fois des stratégies pour pouvoir justifier cette augmentation. Comment on va faire? Si tu lances régulièrement de nouveaux produits, tu vas pas forcément changer le prix de tes anciens produits, mais tu vas changer le prix de tes nouveaux produits en modifiant le format, en ajoutant des fonctions. Si tu as un abonnement, tu vas pouvoir augmenter le prix de ton abonnement, pas pour ceux qui ont déjà payé, mais seulement pour les nouveaux entrants. Tu vas aussi pouvoir tester des pricing absurdes. Si tu as notamment un abonnement en plusieurs formules, ça peut être très intéressant. On va voir ça juste après. Tu vas voir que c'est assez surprenant. Peu de gens font ça, mais on peut avoir des résultats qui sont remarquables. Tout ce qu'on va voir après a été validé par des études scientifiques et tu vas te rendre compte que le prix, c'est beaucoup plus émotionnel que ce qu'on pense et qu'on peut influencer. Par exemple, si tu as plusieurs formules, tu peux influencer le choix de la formule par des choses très pratiques comme des petits mots que tu vas afficher à certains endroits. Tous les 6 mois, on va augmenter le prix. Et puis on va regarder ce qui se passe. Est-ce que ça vend toujours autant? Est-ce que ça vend moins? Est-ce que ça vend plus? On va laisser augmenter pendant peut-être 1 mois ou 2 pour voir si ça se stabilise. Et ensuite, on va itérer. Si on a perdu des ventes et si c'est moins rentable qu'avant notre produit, on va revenir au prix d'avant. Si on vend davantage, ça veut dire probablement qu'on devrait encore monter le prix. Et si on vend exactement pareil, mais avec un prix plus cher, c'est bien, on continue. On attend 6 mois et au bout de 6 mois, on essaye à nouveau de changer son pricing. Est-ce qu'il faut monter ou baisser ses prix? Plus vous êtes une commodité, plus vos prix doivent tendre vers 0. Plus vous êtes unique, plus vos prix doivent monter. Donc typiquement, t'es Amazon, tu vends des couches Pampers, ton objectif c'est d'être le moins cher possible parce que tu vends une commodité, des choses que les gens peuvent trouver dans n'importe quel supermarché. Si tu es unique, tes prix doivent monter. Par exemple, Chanel est connu pour augmenter le prix de ses sacs tous les ans. Et pas de rien du tout, tu vois, genre là ils ont augmenté de 2000 € en quelques mois et ils font régulièrement ça parce que c'est dans leur stratégie de créer de la rareté et les clients Chanel apprécient acheter des produits qui prennent de la valeur puisque évidemment ces produits plus tard ils pourront les revendre, même faire un bénéfice, etc. Donc c'est une stratégie qui est consciente de la part de cette marque-là parce qu'elle propose des produits de luxe et donc des produits qui se caractérisent par leur rareté et leur unicité. Alors maintenant, on va s'amuser un peu et on va parler de stratégies de pricing absurdes, des choses que tu peux tester, que tu n'as peut-être jamais vues avant et qui peuvent donner des résultats remarquables. Le pricing, tu sais, c'est une science qui est fascinante. Pourquoi je dis que c'est une science? Parce qu'il y a des tas d'études très sérieuses qui ont été faites dessus et qui montrent qu'on peut influencer le choix des clients par rapport à la formule qu'on a envie qu'ils prennent. C'est ça l'idée des formules un peu étranges ou peu cohérentes. L'objectif, ça va être d'inciter le client à choisir celle que tu veux, à choisir la formule la plus intéressante pour toi. Et pour ça, on va créer ce qu'on appelle des formules alibi, c'est-à-dire des formules, par exemple, si tu proposes 3 formules, il va y avoir 1 ou 2 de ces 3 formules qui vont pas être faites pour être choisies, mais qui vont être faites pour rendre les autres ou la dernière formule
plus attractive. Et donc les résultats des tests qui ont été faits avec ça, c'est que en proposant ces formules supplémentaires, ces formules alibi, on se retrouve à faire plus de ventes à la fin de la journée sur les autres formules. C'est super intéressant, on va voir comment. Et puis l'avantage, c'est que ces études, elles ont été faites déjà par des cabinets très sérieux, et donc on n'a pas forcément besoin de les retester chez nous. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas facile de tester un prix. C'est pas facile de tester un prix puisque déjà, on n'a pas le droit de tout faire, il y a des lois. Je crois pas qu'on puisse proposer par exemple un produit à deux prix différents en même temps en faisant des tests AB dessus. Et puis au-delà de ça, c'est quelque chose qui peut nuire à nos clients ou qui peut énerver nos clients. Donc c'est jamais très facile de le faire. Et généralement, quand on va tester des prix, moi quand je vais tester différents prix, je vais le tester sur de nouveaux produits. Donc c'est difficile d'avoir, si tu veux, des chiffres très détaillés là-dessus, puisque évidemment les nouveaux produits, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer s'ils se vendent bien ou s'ils se vendent moins bien. Donc ces études ont permis de détecter certaines choses et parfois, moi, ça m'arrive, et dans ce cas-là, je fais un screenshot. Parfois, je vois des gens, des entreprises qui appliquent cette technique dans la vie réelle, dans des applications ou dans des services que j'utilise. Et à chaque fois, je fais un screenshot et je voudrais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La première, c'est peut-être la plus surprenante et ça s'appelle le choix, je l'ai appelé le choix évident. Et j'ai vu ça il y a pas longtemps. Quand j'ai téléchargé une app qui s'appelait Geist ou Geist, je sais pas, c'est une app qui permet de jouer à des jeux, de faire travailler son cerveau, des jeux cérébraux, et puis elle propose d'autres trucs comme des méditations, des séances de sommeil, etc. C'est assez à la mode en ce moment. Donc je teste l'app pendant 10 minutes, et d'un coup j'ai cette fenêtre qui s'affiche, sur laquelle j'ai bloqué pendant je sais pas combien de temps, où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Et cette fenêtre elle est géniale et je pense qu'elle convertit beaucoup. Et je voudrais te montrer parce que évidemment à première vue ça paraît complètement absurde. Ils proposent un abonnement d'un an à 59,59 € par an ou un abonnement à vie à 39,99 €. Donc là c'est super intéressant sans abonnement. Donc c'est plus un abonnement. Donc là c'est super intéressant puisque on a finalement une offre qui n'a absolument aucun intérêt puisque elle propose moins. Elle est seulement, elle propose seulement un an du service et elle coûte plus cher. Donc il n'y a aucune raison de choisir celle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que le fait de proposer un pricing absurde comme celui-là, ça permet au final de gagner plus d'argent. Évidemment, il n'y a personne qui va choisir l'offre la plus chère, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus de gens au final qui vont choisir cette offre-là? C'est ça qui est intéressant. Donc on a plusieurs choses. D'abord, déjà, on n'a pas un tableau de prix qui s'affiche qui dit bon bah maintenant vous devez payer pour continuer à jouer. On nous dit bravo, vous avez débloqué cette offre spéciale. Donc on est en train de faire quelque chose. On est en train de jouer, d'utiliser le service et d'un coup il nous dit qu'en utilisant le service, on a débloqué une offre spéciale. Donc ça paraît comme quelque chose d'unique. Il nous montre ensuite une petite bullet list de tout ce qu'on va avoir dans l'offre, avec des chiffres assez... Donc là, on a aussi un truc intéressant qu'on va revoir tout à l'heure, mais on a des chiffres, des gros chiffres, entre guillemets. Les gros chiffres peuvent aussi permettre de faire passer le prix de vente pour quelque chose de plus petit. C'est la psychologie, ça a été testé, on va en reparler un petit peu plus tard. Et ensuite, on a ce fameux pricing absurde qui nous propose un an du service pour 60 € ou le service à vie pour 40 €. Offre valable seulement maintenant. Et ensuite, on a ce texte qui nous dit c'est maintenant ou jamais, il faut faire son choix. Donc là, on bug un petit peu à ce moment-là. On se dit, oula, c'est pas donné, mais en même temps, j'ai une offre qui est ouf par rapport à ce qu'il me propose sur un an, et puis je paye une seule fois et ensuite je suis tranquille. Et c'est valable seulement maintenant. Ça veut dire que si je choisis pas maintenant, peut-être que si plus tard je décide de payer, je vais me retrouver devant cette offre qui d'un coup paraît complètement nulle par rapport à ce que je peux avoir maintenant. Et donc je pense qu'ils ont un taux de conversion qui est très très important avec cette offre puisque, alors j'ai pas évidemment leurs chiffres à eux, mais ça a été testé que ce genre de choses fonctionne. Le truc c'est que avec ces offres de choix évident, c'est que le choix le moins cher est aussi celui qui apporte le plus d'avantages. Et ça va créer une sorte de bug dans le cerveau des gens où ils peuvent avoir plusieurs sentiments en même temps. D'abord, le premier sentiment qu'ils peuvent avoir, c'est avoir le sentiment que tu as fait une erreur dans ton pricing. Et ça va ça va lancer un effet d'aubaine. Par exemple, il y a des études qui ont montré qu'ils mettaient donc une situation, ils mettaient les gens dans un magasin et puis le gars s'intéressait à un vêtement et il demandait au vendeur, bah voilà combien il coûte ce vêtement. Et le vendeur demandait au gars en arrière-boutique, Dédé, combien il coûte le jean? Et Dédé répondait quelque chose comme je sais pas, 200 €. Et du coup, le vendeur faisait semblant d'avoir mal entendu et dire, bon bah voilà, c'est 100 €. Et ils se sont rendus compte qu'ils vendaient beaucoup plus de jeans quand ils faisaient ça plutôt que quand ils le faisaient pas, parce que ça crée un effet d'aubaine où la personne avait l'impression que le vendeur avait fait une erreur et donc elle faisait une super affaire. Donc ça, c'est la première chose que ça peut inclure. C'est la personne peut se dire non mais attends, c'est pas possible un pricing comme ça, il y a forcément une erreur.
Donc, j'en profite avant que la personne réalise qu'elle a fait une erreur et retire cet avantage. Les gens ont toujours envie de faire partie de la minorité qui a réussi à profiter du système. Donc ça, c'est une manière aussi de leur donner. La deuxième façon, c'est de donner le sentiment aux gens que l'offre est un sacrifice de ta part. De dire aux gens, bah attends, regarde à combien je vends normalement. Normalement, je vends 60 € par an. Mais là, parce que tu as débloqué cette offre spéciale, c'est unique, c'est maintenant seulement. Je vends un truc qui est beaucoup moins intéressant pour moi le vendeur. Donc là, de la même manière, on peut avoir ce sentiment de faire partie des happy few qui font une très très bonne affaire en ayant accès à cette offre unique qui te demande un sacrifice de la part de vendeur. Évidemment, c'est pas le cas puisque toi, ton objectif, c'est t'es intelligent et ton objectif, c'est de faire plus de ventes à la fin de la journée. La troisième chose que ça va générer, c'est que ça va faire paraître le choix évident comme le plus intéressant qu'il ne l'est en réalité. C'est ça la force de cette offre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce choix alibi, si l'offre c'était simplement, 39,99 €, qu'est-ce que les gens se diraient? Les gens se diraient, ouais, quand même, 40 balles pour une app, c'est quand même pas donné. Et ils n'auraient pas d'éléments de comparaison. Mais en comparaison avec cette offre alibi, d'un coup, ça paraît beaucoup plus intéressant. Je pense que tu le vois, tu le constates toi-même. Il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de le théoriser. C'est quelque chose qu'on voit instantanément. On se dit, en fait, c'est pas si inintéressant que ça parce qu'on a cette offre-là qui nous envoie dans la gueule, en fait. Et on se dit 60 € par an, ça non, je paye pas 60 € par an pour une app. Par contre, là, tout de suite, ça, c'est plus intéressant pour moi. Et puis enfin, ça limite le choix, donc ça facilite la prise de décision, puisque finalement, là, on n'a pas deux choix. On n'a qu'un seul choix. Puisque ce choix-là est tellement inintéressant, il n'y a aucune raison de le prendre. Personne, 0% des gens qui arrivent sur cette page prennent ce choix. Ça n'a aucun intérêt. Donc ils vont prendre ce choix-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a été utilisé notamment par des grosses boîtes à une certaine époque, notamment par des boîtes comme le Wall Street Journal, je crois, qui proposaient plusieurs versions de son abonnement. Par exemple, il proposait un abonnement, je sais pas, à 30 €, j'en sais rien, je sais pas combien ça coûte, mais peut-être à 50 € par an, 50 $ par an. Et puis un autre abonnement pour la version papier, c'est ça, et puis un abonnement à 50 $ par an pour la version papier plus numérique. En fait, ça n'avait aucun sens. C'était exactement le même prix, sauf qu'une des deux versions proposait plus. Donc évidemment, ça incitait les gens à prendre la deuxième, même si c'était le même prix, mais surtout, cette offre alibi, la première version que personne n'allait prendre, donnait le sentiment aux gens de faire une bonne affaire en prenant la deuxième. Donc ça, c'est hyper puissant. Et je t'invite à le tester. Voilà, ça coûte rien de le tester et tu peux avoir des résultats qui sont vraiment intéressants avec ça. Je l'ai appelé le choix évident, cette technique, ajoute-la à tes carnets et teste-la. La deuxième technique de pricing absurde, je l'ai appelé le prix l'heure. Alors c'est quoi le prix l'heure? Le principe, c'est que la formule la plus chère est presque au même prix que la formule précédente, mais offre beaucoup plus. Donc là, l'objectif, ça va être de vendre une formule, de choisir la formule qu'on va vendre. L'objectif, en fait, ça va être de sacrifier une de ces trois formules, et en l'occurrence, on va sacrifier la deuxième formule. La deuxième formule est donc la formule alibi. Imaginons que tu as 3 paquets de popcorn, un petit, un moyen, un grand. Le petit coûte 4 $, ok, les gens qui veulent un petit vont prendre le petit. Le moyen coûte 8 $ et le grand coûte 8,50 $. Il y a un effet d'aubaine évident de se dire, mais en fait, le grand, c'est une super affaire par rapport au moyen. Sauf que évidemment, tu l'as fait exprès. Et donc, les gens qui auraient pu prendre le moyen et ne pas prendre le grand vont davantage prendre le grand. Tu vas te dire, je vais gagner que 50 centimes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que des gens qui pourraient prendre le petit vont se dire, ah bah non, je vais prendre le grand, puisque le grand, j'ai l'impression de faire une super affaire, alors que le petit, pas particulièrement. Donc ça, c'est pareil. C'est de la psychologie, ça a été testé et ça fonctionne. Ça va inciter à choisir la formule la plus chère, si c'est la formule la plus chère qui est comme ça mise en avant, même si on n'en a pas vraiment besoin, simplement pour faire une bonne affaire. Et dans ce cas-là, on va sacrifier la formule du milieu, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on ne va pas vendre la formule du milieu, elle ne sert pas à être vendue, elle sert de formule alibi pour vendre davantage la troisième formule, la formule la plus chère. Ensuite, on a la cohérence arbitraire. Alors c'est quoi, il y a quoi derrière ce nom pompeux de cohérence arbitraire? En fait, l'objectif, ça va être d'avoir une formule qui coûte nettement plus cher que les autres. Par exemple, tu vas dans un restaurant, tu as les viandes à 30 €, tu as le poulet à 30 €, et puis tu as un homard, mettons, à 60 ou 70 €. Ce homard à 60 ou 70 €, il va pas énormément se vendre, mais il va avoir un effet particulier, c'est qu'il va rendre les formules d'en dessous plus attractives. Et ça, on voit ça. Alors ça, pour le coup, c'est très utilisé, la cohérence arbitraire, et on le voit beaucoup dans les pricing tables de beaucoup de services en ligne, où souvent, on va avoir un plan pro ou un plan enterprise, donc entreprise. Donc là, en l'occurrence, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. On disait quand on vend au pro, on peut vendre beaucoup plus cher. Et très souvent, on a ça. C'est-à-dire là, par exemple, c'est pour un service qui s'appelle Adespresso qui permet de gérer ses pubs Facebook. Donc on a par exemple un starter à 49 $, un plus à 99 $ et un enterprise à 259 $. Le enterprise, avec son prix très élevé, va peut-être se vendre
à des entreprises, mais surtout, il va permettre de vendre la formule précédente. Et d'ailleurs, tu le vois, la formule précédente est plus gros. D'abord, elle est juste en dessous du titre qui dit « Choisissez votre plan parfait ». Et ensuite, elle est plus grosse. Et c'est celle-là que, généralement, c'est celle-là que la majorité des gens vont choisir. Ou en tout cas, c'est celle-là qu'on va mettre en avant pour que la majorité des gens choisissent. C'est celle-là qui va être la plus intéressante. Et généralement, ce qui est amusant dans ce truc-là, c'est que généralement, quand tu regardes entreprises, ils n'ont pas grand-chose à proposer de plus. Souvent, il y a genre un support illimité ou quelque chose comme ça. Mais il y a rarement des features en plus. Parce que l'objectif, c'est pas de vendre ça aux masses. Ça, ils vont pas le vendre à beaucoup de monde. L'objectif, c'est de vendre celui-là en masse. Et ça, on le voit très souvent, et je t'invite à observer quand tu t'inscris sur un site ou une app, notamment les apps business, tu vas très souvent avoir ça. Deux prix assez proches, le prix du milieu qui va avoir un maximum de bénéfices et le troisième prix qui va pas proposer grand chose de plus et qui va être beaucoup plus élevé. L'objectif, c'est de rendre la sélection d'en dessous plus attractive tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de très commun qu'on voit très souvent et qui fonctionne aussi. Et qui demande de prendre moins de risques évidemment, puisque avec les formules de choix évidents, bah évidemment c'est bizarre. Là on est vraiment dans un pricing absurde et les gens peuvent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, pourquoi ils font ça? Enfin voilà, ça peut créer des réactions un peu fortes, alors que là on est sur quelque chose finalement de beaucoup plus prudent. Une action que je te propose, c'est tous les 6 mois de tester un repricing avec un de ces modèles et mesurer les résultats. L'objectif, c'est pas seulement d'avoir ça dans tes carnets, l'objectif, c'est de le tester. Et je t'invite vraiment à tester au moins la cohérence arbitraire, parce que ça marche, au moins d'avoir une formule cohérence arbitraire, mais aussi de tester les formules les plus absurdes, notamment le choix évident qui peut paraître complètement étrange et qui pourtant peut avoir des taux de conversion extrêmement surprenants. Donc teste-le, observe les résultats que tu peux avoir avec et si ça fonctionne, bah intègre-le dans ton pricing définitif et propose-le aux nouvelles personnes qui arrivent. Il faut savoir que les pricing absurdes, c'est des choses qui vont pas forcément fonctionner sur le long terme, mais c'est des choses qui vont davantage fonctionner sur les nouveaux clients, les gens qui connaissent pas encore tes prix, ton pricing, etc. Donc ça peut bien marcher, ça peut être une offre intéressante à envoyer à quelqu'un qui vient de s'inscrire ou qui vient de rejoindre tes clients. Alors maintenant, on va voir des techniques pour afficher un prix et maximiser ses ventes. Tout ça, tout ce que je vais te donner là a été étudié depuis longtemps, ça se sait et c'est des techniques qui sont utilisées déjà par les grosses marques comme Amazon depuis un certain temps, donc il faut les connaître simplement, comme ça tu n'auras plus à y penser, tu les mettras simplement, tu vas les appliquer simplement dans ta manière de présenter tes prix. Il faut les connaître une fois et ensuite ça va te permettre d'augmenter tes ventes pour toujours. Donc, la première chose à savoir, c'est par quoi terminer son prix. Tu sais, c'est une question qu'on pose souvent aussi, c'est est-ce qu'il faut que je fasse un prix rond? Est-ce que faut que je fasse un prix en 99, en 97, etc. Globalement, il y a une chose à savoir, c'est que si tu vends des produits de prestige, par exemple des produits de luxe, tu vas plutôt choisir des prix ronds. Tu ne trouveras pas de sac Chanel à 7 999 € ou 7 997 € par exemple. Ça va être des prix ronds. La marque n'a pas besoin de montrer que son prix a été compressé au maximum, puisque c'est des biens de prestige, c'est des biens que les gens achètent aussi parce que ça coûte un certain prix, parce que ça coûte cher. Donc si tu vends par exemple des produits en étiquette ou des produits un peu prestigieux, des produits qui doivent être chers et qui se vantent presque d'être chers, si par exemple tu organises, je sais pas, un apéro business sur un yacht et que voilà, tu veux que ce soit vu comme un produit premium, tu vas plutôt choisir un prix rond, donc pas 799 €, mais plutôt 800 €, 1200 € ou 2000 €, etc. Si au contraire, tu vends pas un produit de prestige, tu vas plutôt avoir un prix étudié. Donc c'est quoi un prix étudié? C'est un prix qui donne le sentiment d'avoir été étudié pour arriver à ce prix-là et qui donne pas le sentiment d'avoir été tiré d'un chapeau. Par exemple, si on va sur Amazon, qu'on va acheter la Kindle la moins chère, on la trouve à 79,99 €. On a le sentiment qu'Amazon a tout fait pour compresser son prix au maximum pour avoir un prix d'appel qui est le plus bas possible. Le prix étudié, le tarif fractionné donne le sentiment d'avoir été étudié pour être le plus bas possible. Alors pourquoi est-ce que les prix se terminent en neuf? C'est peut-être une question que tu te poses, c'est une question qui revient tout le temps, qui est est-ce qu'il faut vraiment terminer ces prix en neuf? Est-ce que 99 € ça sert à quelque chose? Parce que les gens ils savent très bien que 99 € c'est 100 €. Eh bien la réponse est oui. Ça sert à quelque chose parce que ça a été étudié de nombreuses fois, c'est à nouveau étudié régulièrement et toutes les études arrivent à la même conclusion, c'est qu'on vend plus avec des prix, on vend plus quand on est en dessous, si tu veux, du prix barrière, du prix qui pourrait dépasser notre limite mentale. En fait, le cerveau fonctionne de cette manière-là, c'est qu'on ignore souvent mentalement le dernier chiffre d'un prix.
cela nous autorise à justifier un paiement qui pourrait dépasser notre limite mentale. C'est-à-dire que si tu vois un produit à 79 €, même si tu réfléchis, tu te poses à une table, tu te dis ce produit il coûte 80 €, 79,99 € globalement c'est 80 €, dans ta tête, instinctivement, tu penses davantage à 70 € qu'à 80 €. C'est 70 € le chiffre qui revient. Et si on te demande 5 ans plus tard, combien est-ce que tu as payé ton Kindle et tu as complètement oublié, tu vas probablement dire 70 plutôt que 80 parce que c'est le chiffre qui est resté dans ta tête. Donc c'est simplement un biais du cerveau qu'on exploite quand on utilise les prix parce que ça fonctionne. Ça a commencé, donc les études ont commencé dans les années 80, une étude Schindler 1984 qui a découvert que les consommateurs qui voyaient un prix se terminant par 98 ou 99 étaient plus susceptibles de penser que le prix n'avait pas connu une augmentation récente. Un prix qui se termine aussi en 99 donne le sentiment d'avoir été étudié pour être le plus bas possible. Donc voilà, il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Même les marques premium, donc encore une fois, seules les marques de luxe ou les marques de prestige affichent des prix ronds, mais même les marques premium comme Apple ont des prix qui se terminent en 9. C'est pas pour rien. Si les grosses marques le font, c'est pas pour rien. C'est parce que ça a été étudié de nombreuses fois et que ça fonctionne. Donc je te conseille, au regard de toutes ces études, je peux te conseiller, à moins si tu n'as pas un produit de prestige, si tu n'as pas particulièrement un produit de luxe ou de prestige, je te conseille de terminer ton chiffre en 9. Ça peut aussi être en 7 ou en 8. Moi, j'ai testé les deux. J'ai vu aucune différence, donc ça ne changera pas grand-chose, mais en tout cas, je te conseille d'avoir un prix étudié plutôt qu'un prix rond. Ok, donc ça, le débat est clos sur les produits en neuf. Et puis ensuite, il y a la question de la taille du prix. Alors ça, c'est quelque chose de tout bête qu'il faut juste savoir, ça a été testé aussi, prouvé. Et une fois qu'on le sait, on le change. Réduire la taille du prix. Donc l'idée, c'est que c'est bête, hein, c'est de l'ordre du cerveau reptilien. Mais si un prix est affiché en plus petit, il nous semble simplement plus bas. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais ça a été testé et validé. Donc il y a plusieurs façons de réduire la taille du prix. La première chose, c'est de réduire la taille de la police. Par exemple, au lieu d'avoir une grosse police 99, tu vas plutôt avoir une petite police. C'est ce qu'on voit par exemple sur Amazon. Tu vois que le prix est affiché en petit. Il est affiché finalement quasiment la même taille de caractère que le texte de la description. C'est affiché en plus petit que le titre du produit. Donc on ne va pas afficher un prix en gros. Au contraire, on va l'afficher en petit. On va aussi réduire la taille via la longueur du texte. Par exemple, au lieu de marquer 99,00 € en texte, on va marquer 99 €, juste 99 €. Et inversement, on va avoir, si on veut créer un prix qui semble important, par exemple, si on veut faire une promotion et qu'on veut dire aux gens, la promotion est de 100 € offerts, on va marquer 100,00 € en lettres offerts. Ça donne le sentiment que le prix est plus important. Mais si au contraire, on veut donner le sentiment que le prix est le plus bas possible, on va marquer, par exemple si c'est le prix de vente, on va juste marquer 99 € comme ça. Donc ça c'est tout bête, c'est juste un truc à savoir, t'as pas à le tester, ça a déjà été testé par de nombreuses études et prouvé, c'est juste quelque chose à savoir. En réduisant la longueur du texte, tu donnes le sentiment que le prix est plus bas. Et d'ailleurs, les restaurants vont plus loin, parce que ça aussi ça a été testé dans les restaurants et maintenant les restaurants le font de plus en plus. Dans les restaurants, on enlève le signe euro et le client commande plus. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus dans les restaurants simplement le chiffre, par exemple tartare de bœuf juste 21, il n'y a pas le signe euro. Et en fait, la raison pour laquelle les restaurants font ça, c'est parce que ça a été testé aussi et on s'est aperçu que les gens commandaient, la commande était plus chère quand il n'y avait pas le sigle euro à côté du chiffre. Donc on peut aller encore plus loin. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à tout. Dans une carte de restaurant, on se doute bien que le chiffre là, c'est le prix. Mais dans certains cas, on peut aller plus loin en supprimant carrément le chiffre euro et en ayant un minimum finalement de taille prise par le prix. Donc ça c'est pour la longueur du texte et enfin il y a l'espacement des chiffres. Alors de la même manière, si tu veux un chiffre en milliers par exemple, au lieu de marquer 1000 plus loin 699 € ou 1000,699 €, tu vas réduire l'espacement. C'est pareil, ça a été testé et ça vend plus. Voilà pour la taille du prix. C'est tout bête, mais ça fonctionne. De la même manière, et c'est une autre étude qui a prouvé ça, la prononciation du prix, si le prix est long à prononcer, il va paraître plus important que si le prix est court à prononcer.
Alors la troisième astuce que tu peux utiliser et qui va te permettre de vendre davantage une formule, quand tu as plusieurs formules, ça va être de mettre en avant la formule recommandée. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit très souvent qui est largement utilisé par les grosses marques. Quand tu as une pricing table comme ça avec plusieurs prix, donc là tu vois qu'on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure sur Adespresso, c'est-à-dire qu'il y a les prix grand public et là on a le prix business qui apporte pas grand-chose en plus mais qui sert principalement de formule alibi pour vendre les formules précédentes. Et là ce que veut faire, et c'est ce que font la plupart des... Donc là on est sur Teachable, ce que font la plupart des services, c'est qu'ils essayent de vendre la formule qui est juste avant la formule très chère. Donc là on a la formule pro et il y a ce petit badge recommandé. Donc on va avoir parfois le badge recommandé, parfois ils vont nous mettre le plan le plus populaire, ça va activer le principe de preuve sociale qui va faire dire aux gens si la plupart des gens choisissent ce plan, c'est probablement que c'est le meilleur. Les gens vont toujours prendre le raccourci, le chemin le plus court et donc le choix des autres peut en faire partie. Et d'ailleurs ils ajoutent que c'est leur plan le plus populaire. On retrouve aussi ça sur, alors je sais plus quoi c'était, je crois que c'est un site qui s'appelle Ropusso, qu'on trouve aussi ça ici. Par exemple, il y a le plan basique, le plan amélioré, le plan agence, et le plan amélioré, il y a marqué best value, donc le plus intéressant financièrement. Ça c'est tout bête, mais si tu proposes 3 formules, je te conseille vraiment d'avoir une formule qui est recommandée pour tes clients, ça va faciliter le choix et augmenter tes ventes. Et puis enfin, il y a le fait d'afficher ce que le client économise. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent quand il y a plusieurs formules. Par exemple, là, on a la formule annuelle et la formule mensuelle. Et à chaque fois, quand on va présenter la formule annuelle, on va mettre l'économie que réalise la personne. D'ailleurs, juste un petit mot sur les économies. On affiche toujours, quand on veut montrer les économies qu'affiche la personne, on va toujours afficher le chiffre le plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, tu vends un produit à 200 €, tu proposes 50 € de réduction, il y a 2 façons de le présenter. Soit tu dis aux gens 50 € offert, soit tu dis aux gens 25% de réduction. Ça revient en fait exactement au même, mais on va choisir d'afficher le chiffre le plus important. C'est-à-dire que si tu dis aux gens 50 € offerts, il y a davantage de gens qui vont acheter que si tu dis aux gens 25% de réduction, même si ça revient exactement au même dans notre cas, simplement parce que ce chiffre est plus important, donc il va donner le sentiment, encore une fois c'est de l'ordre du cerveau reptilien, mais il va donner le sentiment que la promotion est plus importante. Donc d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait la marque ici. Sauvegarder 24% sur 35 pounds, ça fait quoi? Ça fait peut-être à peu près entre 8 et 10 pounds. Donc au lieu de mettre sauvegarder 8 pounds, ce qui fait pas super intéressant, on a sauvegardé 24%. Voilà, donc ça c'est des petites astuces qui sont toutes simples, que c'est important de connaître parce que quand tu vas créer tes tableaux de prix ou quand tu vas afficher un prix à côté de tes produits, tu vas pouvoir y penser et donc sans avoir à nouveau tester par toi-même, ne pas faire d'erreur et afficher dès le départ le prix de la manière la plus séduisante possible. Ok, alors maintenant on va voir comment annoncer un prix. Une fois qu'on a fixé notre prix, une fois qu'on l'a décidé, y a pas mal de choses à savoir en fait. C'est pas si simple que ça. La première chose, c'est qu'on annonce toujours un prix à la fin. La raison, c'est qu'on a d'abord besoin de convaincre. Le prix, en fait, le prix, ça va être, si tu veux, ce qui va être de l'autre côté de la balance. Imagine une balance, tu sais, la balance qui sont utilisées pour symboliser la justice. À l'ancienne, on a d'un côté les poids et de l'autre côté le produit. Ce que toi, tu vas essayer de faire quand tu fais un argumentaire de vente, c'est que d'abord, tu vas essayer d'ajouter un maximum de poids du côté de la balance de ton client, du côté qui va avantager le client. Donc tu vas présenter le produit, tu vas donner des avantages à acheter le produit, tu vas faire en sorte que le client soit tenté par le produit, qu'il soit alléché par le produit et que finalement, le seul frein qui soit entre lui et le produit, c'est toujours le même, c'est le prix. Donc tu vas commencer par construire ton argumentaire et c'est seulement à la fin de ton argumentaire, une fois qu'il y aura un maximum de poids du côté client de la balance, que tu vas ajouter ton poids à toi de l'autre côté de la balance et c'est à partir de ces 2 poids que le client va juger. Évidemment, c'est toi qui auras construit aussi la perception du prix. Mais on va toujours présenter le prix à la fin puisqu'il faut d'abord commencer par convaincre que la personne a envie du produit plutôt que d'abord lui mettre un gros poids dans la balance en face et ensuite de lui dire « Attends, avant de partir, j'ai quelques avantages à te donner. » Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Avant d'annoncer un prix, on va récapituler tous les bénéfices du produit. C'est quelque chose que je fais systématiquement, tu as dû le remarquer dans mes argumentaires de vente. Avant de présenter le prix du produit, à chaque fois, avant de présenter, même de faire l'appel à l'action, de mettre le lien vers le produit dans mes emails, je vais faire une longue liste de tous les bénéfices que la personne va trouver dans le produit et je vais les récapituler
avant d'envoyer les gens sur la page de vente, avant qu'ils voient le prix. Donc si possible, on va afficher la valeur de chaque bénéfice. Par exemple, on peut dire, bah voilà, si on vend une prestation de coaching, un accompagnement, je ne sais pas, pour les gens qui veulent apprendre à investir, et qu'on ajoute dans cette prestation 1 heure de conseil avec un avocat spécialisé pour être certain que la personne ne fasse pas d'erreur, bah on va l'ajouter et on va mettre entre parenthèses. Alors c'est pas toujours possible de fixer une valeur à tous les bénéfices que tu vas mettre, mais là en l'occurrence c'est possible et on va ajouter dans notre argumentaire de vente, par exemple, entre parenthèses, valeur 300 €. C'est ce qui va nous permettre de gonfler aussi encore une fois la valeur perçue du produit pour que la personne se dise ok, ce produit il a une valeur supérieure au prix qu'on m'en demande. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on va présenter ça. Je voudrais juste te montrer un petit exemple. Tu vas voir qu'il n'y a pas seulement les marketeurs du web qui utilisent ces stratégies-là, même les grosses marques qui ont pignon sur rue le font. Et je voudrais te montrer un petit exemple de la dernière présentation produit Apple lorsqu'ils ont présenté les dernières versions des AirPods. Tu vas voir par toi-même. Donc tu vois, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle affiche sur l'écran. These are the new AirPods, featuring spatial audio with dynamic head tracking, an all-new design, our custom design driver with adaptive EQ, and the magical experience that our customers love. Donc tu vois, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle affiche sur l'écran tous les bénéfices qui sont liés à ce produit. Donc en fait, elle récapitule tout ce qu'elle vient de présenter. Et en même temps, pour l'appuyer, elle va récapituler à l'oral. All of this for $179. Et c'est seulement après avoir présenté le produit et après avoir récapitulé tous les bénéfices du produit qu'elle va annoncer le prix. Tu remarqueras que ça suit exactement tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué 0,99 ou 0,0 €. C'est marqué le plus petit possible, le plus simplement possible, et le prix se termine en 9. Voilà pour l'annonce du prix. Donc on va toujours le faire à la fin, récapituler tous les bénéfices. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter des ingrédients qui vont aider à faire passer la pilule, qui vont aider à pas forcément augmenter la valeur perçue du produit, mais plutôt, et c'est ce qu'on va faire à la fin de l'argumentaire, plutôt de donner le sentiment que le produit il est donné, que le prix est plus bas qu'il ne l'est en réalité. Alors comment on va pouvoir faire ça? On va pouvoir par exemple comparer le produit à des alternatives équivalentes ou plus chères. C'est ce que vont faire par exemple les marques quand elles vont faire un tableau des prix, comme on voit ici par exemple, pour comparer leurs produits avec les produits concurrents, et elles vont évidemment choisir des critères qui vont avantager leurs produits. Et l'objectif, c'est qu'on se dit, bah voilà, le produit par rapport à ses produits concurrents est forcément plus intéressant parce qu'on a un tableau qui visuellement va nous le montrer tout de suite. Donc ça peut être intéressant si ton produit, par exemple, c'est un service en ligne, si ton produit c'est ce qu'on appelle un SaaS, donc un produit qui va, voilà, je sais pas, si ton produit par exemple c'est un équivalent de Podia, un produit qui permet de vendre des formations sur Internet, tu vas pouvoir le comparer à Podia ou à d'autres produits et mettre en valeur tout ce que ton produit fait et que les autres produits ne font pas. On peut aussi comparer le produit à la version précédente du produit et c'est exactement ce que fait Apple dans la même présentation que je vais te montrer tout de suite. When you compare the 14-inch model to the previous high-end 13-inch MacBook Pro, you get a giant leap in performance, up to 7 more hours of battery life, a larger display with XDR, an advanced camera, high-fidelity audio, and more ports, all for $19.99. Donc là, ils le présentent d'une manière légèrement différente des AirPods. Les AirPods, ils ont récapitulé tout ce qu'il y avait de nouveau et ensuite ils l'ont présenté. Et ici, ils vont explicitement le comparer à l'ancien MacBook qui coûte probablement à peu près le même prix. Et donc, ils vont dire, voilà, tout ce qu'il a de plus par rapport à l'ancien. Et regardez, il coûte seulement 1999. Encore une fois, on a un prix qui termine par 9, qui est minimisé au maximum. On ne va pas afficher les centimes. Exactement la même histoire. On va commencer par tout récapituler et cette fois-ci, ils vont carrément le comparer à leur ancien produit pour montrer qu'ils ont ajouté des choses sans forcément augmenter le prix. Voilà, donc on peut faire des équivalences avec ses propres produits, avec des produits concurrents en listant simplement tout ce qu'il y a en plus. Et puis on peut le comparer à des alternatives qui sont aussi plus chères. Par exemple, tu peux dire dans ton argumentaire pour vendre ta formation, vous pourriez passer 5 ans et dépenser des milliers d'euros à étudier le pricing dans une école de commerce ou simplement suivre ma formation. C'est quelque chose que j'aurais pu mettre, c'est un argument que j'aurais pu mettre dans la page qui vend cette formation. L'idée, c'est de montrer que la personne, en choisissant ton produit plutôt qu'une alternative, elle fait une bonne affaire, elle économise de l'argent.
Ensuite, on va pouvoir aller encore plus loin en mettant en avant le ROI, Return on Investment, donc retour sur investissement du produit. Comment on va faire? Par exemple, tu peux dire, si vous appliquez la technique que je dévoile dans la 3e partie de la formation, vous pourrez déjà augmenter vos ventes de 10%. Donc l'objectif, c'est de dire que en appliquant les méthodes de ton produit, si tu vends du coaching ou de la formation, ou en utilisant ton produit, ils vont avoir un retour sur investissement. Ça veut dire que ton produit n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Ton produit va leur faire gagner de l'argent. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à tous les types de produits, mais dans certains domaines, et notamment dans la formation en ligne, on peut l'appliquer à beaucoup de produits, même des produits qui ne te font pas directement gagner de l'argent. Alors on pense évidemment aux produits d'investissement, mais il y a par exemple, si tu vends un produit pour gagner du temps, tu peux mettre en avant le retour sur investissement. Par exemple, tu peux dire que ton produit, sur le temps que vont gagner les gens en suivant ton produit, si tu vends un produit par exemple sur l'efficacité ou si tu vends, je sais pas, un service ou une app qui permet de gagner un petit peu de temps dans certains process, tu dis aux gens, voilà, ce temps que vous allez gagner, vous allez pouvoir le consacrer à votre business, vous allez pouvoir le consacrer à votre travail et donc vous allez pouvoir gagner davantage d'argent grâce à mon produit. Une autre façon de présenter les choses, c'est de montrer que son produit ne coûte rien, de montrer que l'argent que les gens vont mettre dans leur produit, ils vont le récupérer derrière. Imagine que par exemple, tu as un entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent, tu as envie d'optimiser un petit peu ta fiscalité parce que tu trouves que tu payes trop d'impôts et tu vas voir un avocat fiscaliste, quelqu'un qui va faire de l'optimisation fiscale. Il va te dire, l'avocat, voilà, moi je prends 5 000 € pour faire de l'optimisation fiscale, mais vous me payez seulement si l'optimisation vous permet d'économiser 10 000 €. C'est facile comme choix parce que tu te dis, j'ai rien à perdre. Soit je paye 5 000 €, ça marche pas et je les paye pas, ou il me les rembourse, soit je paye 5 000 € et j'en gagne 10 000. Donc dans tous les cas, je suis gagnant. L'objectif, ça va être de montrer que ton produit va faire en sorte que la personne soit gagnante dans tous les cas puisqu'elle va pouvoir le rembourser. Par exemple, tu peux dire, il suffit de vendre un seul produit en appliquant ma méthode et vous aurez intégralement remboursé l'achat de cette formation. L'idée, c'est de montrer aux gens que ça va être facile. Ça ne va pas leur demander des mois ou des années, qu'il suffit parfois d'appliquer une seule méthode, de faire une seule vente en plus pour rentabiliser ou rembourser le prix de cette formation, de ce coaching ou de ce produit. Ensuite, on va pouvoir aussi faire en sorte que le produit ait l'air cher à produire. Par exemple, si tu vends du café, au lieu de dire que ton café est délicieux, ça va pas vraiment apporter d'informations concrètes, tu peux dire que ton café est 100% bio, si évidemment c'est le cas. Pourquoi dire qu'il est 100% bio? Parce qu'évidemment c'est un bénéfice pour la personne, mais ça va aussi être un bénéfice qui va justifier le prix. Ça veut dire que les gens savent que le bio coûte plus cher à produire et donc ils comprennent que le bio coûte plus cher à la vente. Donc le fait de l'afficher aussi sur le paquet, de mettre ces arguments en avant, ça va montrer, faire en sorte que le produit est plus cher à produire et donc davantage justifier le prix. Comment on peut appliquer ça dans une formation en ligne par exemple? On peut expliquer que cette formation c'est le résultat de 5 années d'études et de 10 ans de recherche dans la préparation physique si c'est ta thématique. Et donc immédiatement la personne va voir évidemment que ces choses-là, ce temps qui a été passé et cet argent qui a été consacré là-dedans a de la valeur et donc que le produit, même si en soi c'est une formation et qu'elle peut être dupliquée, que le produit a coûté cher à produire parce que c'est le prix de notre expérience. Une autre façon de faire, c'est de faire des petites équivalences quotidiennes. Les gens ont toujours du mal avec les gros prix à payer d'un coup, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose parfois les paiements en plusieurs fois, ça facilite largement la décision d'achat. Et comment est-ce qu'on peut présenter ça? On peut simplement rationaliser le prix sur un indice temporel différent. Par exemple, si on propose un abonnement, je sais pas, un abonnement à 30 ou à 40 € par mois, au lieu de présenter l'abonnement à 30 ou à 40 € par mois, on peut faire une petite équivalence quotidienne, par exemple dire cet abonnement ne coûte que l'équivalent d'un café par jour. Et immédiatement, ça paraît beaucoup plus abordable dans la tête des gens, ils se disent pas il faut que je sorte 30 ou 40 €, ils se disent finalement c'est le prix d'un café par jour, donc c'est quelque chose que je dépense déjà facilement dans mon quotidien ou inversement que je pourrais économiser facilement dans mon quotidien. Et puis il y a une dernière technique qui est complètement bizarroïde, quelque chose qui a été testé et qui a été prouvé. C'est que des études ont montré que lorsqu'un prospect, donc quelqu'un à qui tu essaies de vendre un produit, est exposé à des chiffres élevés avant de découvrir le prix d'un produit, il est plus susceptible de trouver le produit abordable. Alors c'est très étrange, mais quand tu vas parler de chiffres très élevés juste avant d'annoncer le prix de ton produit, le produit va paraître moins cher et les gens vont l'acheter plus facilement. Ça a été prouvé via des études. Par exemple, il y a une étude qui montrait, alors
je sais pas si c'était les chiffres exacts, mais ça c'est ce que j'en ai retenu, une étude qui montrait que par exemple dans un restaurant, quand on nommait le restaurant Studio 97, les gens dépensaient en moyenne davantage d'argent dedans que quand le restaurant était nommé Studio 17. Donc c'est complètement stupide, encore une fois ça n'a aucune logique, c'est pas rationnel, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Le fait d'être soumis à des prix élevés ou à des chiffres, mais c'est même pas forcément des prix en fait, c'est ça qui est intéressant. Le fait d'être simplement mis en contact avec des chiffres élevés avant l'annonce du prix fait paraître le prix plus bas. L'histoire du prix, c'est vraiment une histoire de comparaison. C'est vraiment, si tu vois, si on te fait te balader dans une boutique avec que des produits de luxe, avec des montres à 5 000, à 10 000, à 20 000 euros sur le chemin, et qu'ensuite on te montre une montre à 500 euros, tu vas la trouver pas chère, parce qu'on fonctionne comme ça, on fonctionne par comparaison. Donc le fait d'avoir vu toutes ces montres très chères va te faire penser que cette montre à 500 euros n'est pas chère. Par contre, si tu te balades, j'en sais rien, chez Swatch et que tu arrives devant une montre qui coûte 500 euros, tu vas probablement la trouver très chère parce que tu n'auras pas été habitué à voir ce prix-là. Donc c'est vraiment un facteur psychologique qui est très important et qu'il faut prendre en compte quand on vend ses produits. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Il y a plein de manières de le faire. Par exemple, avant d'annoncer ton prix, tu peux dire des choses comme tu peux en fait trouver le moyen de caser des gros chiffres. Par exemple, dire plus de 2000 personnes ont déjà suivi au moins une de mes formations, ou alors 140 000 personnes ont été interrogées dans cette étude, ou alors pour découvrir ça, j'ai investi 14 500 euros en publicité. Comme ça vient aussi ajouter, mettre en avant le fait que le produit a été cher à produire. Donc le fait de mettre simplement en avant ces gros chiffres, même s'ils n'ont rien à voir avec le prix, ça va aider à faire paraître le prix moins cher. C'est juste un hack psychologique, ça coûte rien de le savoir, ça coûte rien de l'appliquer et ça a été prouvé, ça fonctionne. Voilà pour l'annonce du prix. Donc tu vois, il y a encore une fois, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, qui ont été testées, qui fonctionnent, que je t'invite à tester à ton tour et à implémenter dans tes prochains lancements de produits. Alors pour terminer, on va voir 5 signes qu'il est temps de monter tes prix. Comment savoir à quel moment monter ses prix, puisque l'objectif, comme on l'a vu, ça va être d'ajuster ses prix petit à petit jusqu'à trouver le prix qui fonctionne le mieux, le prix le plus rentable pour toi et qui reste intéressant pour tes clients évidemment. Donc 5 signes qu'il est temps de le faire, c'est basé sur un contenu de Derek Gleason, un Américain qui a travaillé sur ce sujet. Alors le premier signe qu'il est temps de monter ses prix, c'est que 6 mois sont passés. Ça veut dire que depuis ton dernier changement de pricing, il y a 6 mois qui sont passés, donc il va être temps de tester à nouveau. En fait, il faut savoir que la plupart des entreprises à succès revoient régulièrement leur pricing et souvent à la hausse. C'est pas, c'est connu que Apple augmente régulièrement le prix de ses iPhones. C'est connu que Netflix, par exemple, augmente régulièrement le prix de son abonnement et pour tous les abonnés. Et c'est intéressant parce que souvent les gens restent en fait. Et alors tu vas me dire oui c'est normal, il y a l'inflation, etc. Mais les prix sont généralement augmentés davantage que l'inflation, si bien que l'entreprise commence à marcher. Et en fait ce que font ces entreprises-là, c'est qu'elles commencent par des prix assez attractifs pour capter un marché et pour rendre ce marché addict. Et puis une fois que ce marché est addict, elle va progressivement augmenter les prix jusqu'à atteindre une forme de plateau, le seuil au-dessus duquel les gens n'ont plus envie de payer. Et d'ailleurs, très souvent, dans plein de nouveaux marchés, il y a un âge d'or au départ. Il y a un âge d'or où les prix sont vraiment très intéressants. Et le streaming, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, on avait un âge d'or, par exemple. On avait, sur Netflix, on avait la plupart des films et des séries qui existaient. Et puis, on avait un prix à 5-10 euros, enfin un prix qui était vraiment intéressant. Et puis, cet âge d'or, il passe. Évidemment, il y a des concurrents qui arrivent, qui achètent les droits de certains films ou séries. Donc, si on veut voir d'autres films ou d'autres séries, il faut prendre plusieurs abonnements. Et puis, petit à petit, ces abonnements augmentent de prix. Donc, on retourne finalement via des dépenses qui sont proches de ce qu'on payait avant l'industrie du streaming, c'est-à-dire à l'époque des DVD, des VHS, etc., où on payait 10-20 euros pour un film. On retourne finalement à des prix qui ressemblent davantage à ça et qui peuvent davantage rémunérer le marché. Mais il y a eu un âge d'or au début, si tu veux, où c'était un peu la conquête, où chacun essayait de rafler sa part de marché. Donc souvent on observe ça, et comment ça fonctionne? Ils utilisent simplement des petites hausses fréquentes. Netflix n'a jamais doublé ses prix. À chaque fois que Netflix augmente ses prix, c'est 50 centimes, 1 euro, 2 euros, c'est raisonnable. Et donc tu as probablement déjà entendu parler de cette métaphore de la grenouille. Quand on met une grenouille dans l'eau bouillante, elle va immédiatement sortir de l'eau
parce que bah, évidemment l'eau est chaude et ça lui fait un choc, mais si tu veux que la grenouille se laisse cuire, il faut, d'ailleurs c'est assez barbare comme méthode quand on y réfléchit, mais il faut mettre la grenouille dans l'eau froide et ensuite allumer l'eau, et en fait comme l'eau va chauffer petit à petit, bah, finalement la grenouille va pas sentir la brûlure et elle va se laisser cuire. Donc c'est évidemment pas vrai, la grenouille au bout d'un moment elle a trop chaud, elle sort, mais c'est une métaphore intéressante pour pouvoir comprendre que évidemment le fait qu'un scénario empire ou qu'un prix augmente petit à petit de manière progressive, ça fait, on s'y habitue davantage que si ça s'est fait d'un coup du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises revoient régulièrement leur pricing et elles préfèrent augmenter un petit peu leur pricing tous les 6 mois ou tous les ans plutôt que augmenter radicalement leur pricing au bout de 5 ans, et tu devrais faire la même chose. Alors quand on dit que 6 mois sont passés et qu'il faut augmenter ses prix, c'est pas forcément une augmentation du prix. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu n'as pas forcément besoin d'augmenter tes prix. Il y a d'autres manières, si tu veux, d'augmenter les revenus sans forcément augmenter les prix. Par exemple, tu peux supprimer une formule moins chère. Si tu as un abonnement en 3 formules, tu peux ajouter des formules plus chères et supprimer des formules moins chères. Tu peux aussi faire des réductions qui sont plus faibles sur tes produits, ce que je ne recommande pas forcément parce que les réductions, c'est une très bonne manière de vendre. On en a parlé dans d'autres formations, mais ça peut être une manière de faire. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas forcément besoin de changer ton prix. Tu peux donner le sentiment que le prix reste le même simplement en ajoutant des formules au-dessus et en retirant des formules en dessous. Donc ça, c'est la première raison de monter ses prix. La deuxième raison de monter ses prix, c'est simplement ton produit s'améliore. Tu as ajouté de nouvelles fonctions importantes au produit et c'est souvent comme ça, par exemple, que les entreprises dans l'industrie de la tech augmentent leur prix. Tu prends Apple, tu as toujours un iPhone d'entrée de gamme qui coûte dans les 600, 700 $, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté. Donc, ils ont fait exactement ce qu'on a vu au-dessus, c'est qu'ils ont ajouté des formules plus chères. Ils ont ajouté des iPhone Pro avec davantage de features, avec davantage d'avantages. Et c'est ces iPhones-là qui ont subi la plus grosse augmentation de prix. Donc, en fait, ils ont élargi leur spectre en gardant un prix plancher à peu près équivalent au prix du départ, même s'il a légèrement augmenté. Le premier iPhone était à 500 $, aujourd'hui il doit être à 600 ou 700, mais en augmentant leur spectre de prix, en fonction des avantages qu'ils ont ajoutés à leurs produits. Comment nous on peut appliquer ça dans nos formations, dans nos abonnements, dans nos coachings? Par exemple, si tu vends une formation en ligne et que tu ajoutes des cours à cette formation, tu peux la mettre à jour et tu peux augmenter son prix. Si tu proposes un abonnement, tu peux décider dans ton abonnement d'ajouter une formule où tu vas, en plus de l'accès que donne ton abonnement, tu peux ajouter par exemple une réunion avec tes élèves, un Zoom call, je sais pas, par exemple toutes les semaines, et créer une formule plus chère. Et puis peut-être qu'un jour tu vas supprimer la formule précédente et il restera plus que cette formule-là. Donc pareil, quand tu ajoutes des fonctions, c'est normal d'augmenter le prix. Ça permet de justifier une augmentation de prix. L'idée, ça va être évidemment de mettre une condition, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une fonction qui apporte réellement de la valeur au client. Une fonction que les clients demandent, dont les clients ont envie. Donc ça va être important de prendre du feedback pour ça. Une façon très simple de le faire, ça peut être, alors moi je l'ai fait pendant 2 ans, ça peut être par exemple d'avoir une grande formation. Moi j'avais lancé une formation qui s'appelait La Carte, qui était ma plus grosse formation, qui était, quand je l'ai lancée, elle devait faire à peu près peut-être 8 heures de contenu, 8 ou 10 heures de contenu. Et ce que je faisais en fait, c'est que chaque année, je mettais à jour cette formation et j'en profitais pour augmenter son prix. Je mettais à jour cette formation chaque année, j'augmentais le prix en ajoutant simplement des modules à la formation. Ça me permettait, encore une fois, de justifier la hausse de prix. La troisième raison de monter ses prix, c'est quand tout le monde achète. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais imaginons que tu vendes du coaching par téléphone. Donc tu dis aux gens, voilà, appelez-moi à tel numéro pour un devis gratuit, et puis on va discuter, et puis à la fin, dans ton devis, évidemment, tu proposes un coaching payant. Et à ce moment-là, tu as un taux de réussite de 100%. 100% des clients prennent le coaching après le premier appel, ils sont tous super enthousiastes, ils ont tous envie. À ce moment-là, tu pourrais dire, génial, j'ai réussi mon coup, j'ai 100% de taux de conversion. Et bien en fait, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, ça veut dire que ta stratégie de pricing est mauvaise et qu'il faut augmenter tes prix. Tu n'es pas censé avoir 100% des clients qui prennent le coaching après l'appel. Tu dois avoir des gens qui vont négocier, qui vont te dire ouais, je sais pas, c'est quand même un peu cher, etc. En gros, le bon taux de conversion pour ce genre de prestation, c'est autour de 60%. Ça veut dire que la plupart des gens sont intéressés suffisamment pour passer à la caisse, mais il va rester 40% des gens qui vont décliner parce que cette barrière prix est trop importante. C'est comme ça que tu vas savoir que tu as un prix qui est adéquat. Si 100% des clients acceptent, c'est probablement
que ton prix est trop bas. Si les gens n'essayent pas de négocier, si les gens parfois ils vont te le dire, parfois ils vont être surpris par le peu que tu en demandes, ils vont même peut-être être embarrassés ou se sentir un peu redevables que tu en demandes aussi peu. Et si tu sens qu'ils sont surpris par ça ou s'ils te le disent directement, ça veut simplement dire qu'il faut clairement que tu augmentes tes prix. La quatrième raison pour laquelle il est temps d'augmenter ses prix, c'est quand ton produit génère un retour sur investissement bien plus important que son coût. Par exemple, si tu vends un produit pour les professionnels qui leur fait gagner du temps, qui leur fait économiser de l'argent, qui les aide à gagner plus, c'est un produit qui a une haute valeur pour eux et qui a une haute valeur perçue puisqu'ils se rendent bien compte que sans ce produit, leur entreprise aurait du mal à tourner, que ce produit leur fait gagner de l'argent. À ce moment-là, il va falloir évidemment démontrer que le ROI du produit est réel et est largement supérieur à son coût, et à ce moment-là, ça va être une bonne raison d'augmenter ses prix. La cinquième bonne raison d'augmenter ses prix, c'est finalement le pire scénario, mais c'est aussi un des scénarios les plus communs, c'est tu as besoin des revenus. Disons que tu vends par exemple une prestation, j'en sais rien, un voyage, ou alors tu vends des coachings ou des stages pour les entrepreneurs et tu as du mal à rentrer dans tes frais. Le mieux dans ces cas-là, c'est d'être transparent avec ses clients. C'est d'expliquer à ses clients que voilà, toi tu peux pas continuer comme ça, tu proposes, voilà, tu es un passionné, tu veux pas sacrifier ta prestation, tu veux que ta prestation soit de la meilleure qualité possible, donc tu veux pas rogner dans tes frais, mais tu dois en demander plus. C'est ce que font certaines marques, même des marques très célèbres, très connues. Elon Musk, c'est un des rares finalement leaders qui dit publiquement quand ça va pas dans une de ses entreprises et qui incite de fait ses employés et même parfois ses clients à se serrer un peu la ceinture et à payer plus cher pour leurs produits. Et comme il a réussi à créer une clientèle de fans, les clients parfois sont OK, ils sont même parfois contents de le faire parce qu'ils ont l'impression de soutenir un projet enthousiasmant. Voilà, on arrive à la fin de cette formation. Donc tu vois, il y avait plein de choses à savoir sur le pricing et c'est un sujet qui est super intéressant parce que c'est un sujet qui est scientifique. C'est pas un sujet où c'est un peu on fait les choses au pif, c'est vraiment un sujet qui se teste, c'est un sujet qui a été énorme, il y a énormément d'argent qui a été mis dans des études pour essayer de justement comprendre ce sujet-là, le fameux débat sur les chiffres qui doivent terminer en 9 ou qui doivent terminer en 7 ou qui doivent terminer en chiffres ronds. Tout ça, ça a déjà été tranché, il n'y a plus de débat à avoir, on connaît aujourd'hui les résultats sur ces choses-là. À moins de vouloir avoir une image très particulière autour de ces produits, par exemple, je vends un produit de prestige et donc je veux que le prix soit vu comme un prix élevé et donc je vais mettre un prix rond, il n'y a pas besoin de réfléchir, ça a déjà été testé et donc on sait quoi faire. Pour récapituler, la première chose qu'on a vue, c'est donc comment fixer le prix de ces produits. On a vu le plus important, c'est que le prix ne doit pas, contrairement à cette idée reçue, ne doit pas refléter le bénéfice que le produit apporte au client, mais correspondre à la valeur perçue. La valeur perçue dépend de la comparaison au produit similaire, de l'estimation du coût de fabrication, de la rareté. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent être influencées en provoquant des comparaisons avantageuses, en créant de la rareté autour de son produit via notamment un système de place limitée ou en gonflant l'estimation du coût de fabrication de son produit et en augmentant au passage sa marge. Faut-il monter ou baisser ses prix? On l'a vu aussi, ça dépend si tu es une commodité ou si tu es unique. On a vu des techniques de pricing absurdes que je t'invite vraiment à tester, qui peuvent être assez amusantes à tester et vraiment surprendre ton audience et te surprendre toi aussi en termes de vente. Le choix stupidement évident qu'on a vu ici, le prix leurre ou la cohérence arbitraire. On a vu comment afficher un prix. Alors tout ça, c'est des choses qui ont été testées par des études. Donc si un produit de prestige, on va choisir des prix ronds. Sinon, on va choisir davantage des prix étudiés qui se terminent par un 9, ou en tout cas qui ne sont pas des prix ronds. Comment réduire aussi la taille du prix, le fait de réduire la taille de la police, de ne pas afficher le prix en énorme, de réduire la longueur du texte, l'espacement des chiffres et tout, ça va avoir un impact, même s'il est réduit, ça va avoir un impact sur la perception de ton prix. Mettre en avant la formule recommandée, notamment si tu as un abonnement avec plusieurs formules, et afficher ce que le client économise. On a vu comment annoncer un prix, toujours à la fin, récapituler tous les bénéfices du produit, le comparer à des alternatives équivalentes, voire à ses propres produits ou à des alternatives plus chères, mettre en avant le retour sur investissement, faire en sorte que le produit ait l'air cher à produire, utiliser les petites équivalences quotidiennes, citer des gros chiffres parce que ça permet de réduire la perception
de ton prix. Et puis enfin, à quel moment monter ses prix? On l'a vu, quand 6 mois sont passés, quand tu as ajouté de nouvelles fonctions importantes au produit, quand tout le monde achète, quand ton produit génère un ROI bien plus important que son coût, ou si tu as simplement besoin des revenus. Voilà, j'espère que tu as appris des choses intéressantes dans cette formation. Je t'invite vraiment à appliquer ce que tu as appris. Encore une fois, c'est pas une formation pour la culture, c'est une formation pour le business, c'est une formation qui a le pouvoir directement, dès demain, dès tes prochaines ventes, d'augmenter ton taux de conversion, d'augmenter tes ventes et même d'augmenter tes revenus en augmentant tes prix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne prices pas assez bien tes produits, peut-être que tes produits n'ont pas changé de tarif depuis trop longtemps. À toi de faire des tests, à toi de les faire évoluer, à toi de tester les formules qu'on a vues jusqu'ici, à toi de tester les effets d'annonce ou d'affichage de prix qu'on a vu jusque-là. C'est important, c'est ça qui va faire la différence, c'est l'expérimentation. Ne cesse jamais d'expérimenter dans ton business. Je te souhaite bonne chance dans l'application et dans les résultats que tu vas avoir, un bon succès pour ton business et moi je te dis à la prochaine, reste libre.